Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente L'étrangleur de petites filles, une enquête du Nouveau Détective. Elles s'appelaient Sabine, Virginie, Emma et Perrine. Elles avaient 9, 10, 11 et 7 ans. Elles habitaient dans la région parisienne. De la vie, elles n'avaient encore rien connu. Au début de l'été 1987, en l'espace de 2 mois seulement, leur existence a été arrachée en même temps que leur innocence. Enlevées en pleine rue, tantôt violées ou brûlées, toutes étranglées, ces écolières ont quitté notre monde dans des souffrances abominables. Presque 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui leur a fait ça. Retour sur un des cold cases les plus glaçants d'un autre temps, à la fois si proche et si lointain au regard des techniques d'investigation criminelle. Épisode 2. La piste du serial killer. Dans cette autre chambre d'enfant, pas de dessin, mais des idoles sur papier glacé. Coluche, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine. Quelques poupées Barbie ou un cahier de mots fléchés inachevés. Plus loin, un kimono de judo prend place sur une chaise. Il faut dire que Virginie vient de décrocher sa ceinture jaune. Un exploit que cette gamine timide, facilement rougissante sous ses taches de rousseur, n'hésite pas à claironner. Hélas, ce 9 mai 1987, à Neuilly-sur-Marne, elle va tomber sur plus fort qu'elle. Il est 15h30 quand la fillette annonce qu'elle descend retrouver ses copines. 1 heure maximum, concède son père. Tu as catéchisme à 17h. La fillette promet de rentrer à temps. Elle ne se laissera pas déborder, elle a sa belle montre turquoise. 7 étages plus bas, elle prend la direction de l'aire de jeu du quartier des Fauvettes. Mais elle ne l'atteindra jamais. Plus tard, une camarade dira l'avoir vu suivre un homme. Une autre précisera qu'il la tirait par la manche et l'aurait fait monter dans une voiture blanche. Un type de 40 ou 50 ans selon leur estimation. Mais dans les yeux d'un enfant, les adultes ne sont-ils pas tous des vieux? L'enlèvement de Virginie acté, sa famille veut croire à un kidnapping crapuleux. Quelqu'un va appeler, demander une rançon. Pourquoi nous, s'interroge Jacques Delmas, le papa employé de nuit dans une boulangerie industrielle. On n'a pas d'argent, on est des gens sans importance. Mais personne n'appelle. Il faut y croire, s'encourage le père de famille en fixant l'icône de la Vierge Marie, vissée au mur de son salon. Planté, à côté du téléphone, il attend, le cœur battant. Il espère au moins des nouvelles de la police, qu'on lui dise où en est l'enquête. Mais rien. Pour autant, les recherches ne faiblissent pas. Les policiers interrogent les voisins, fouillent les caves de la cité, ratissent chaque terrain vague. Ils n'oublient ni les carrières de la commune, ni les champignonnaires labyrinthiques qui constellent son sous-sol. Sur les eaux boueuses de la Marne, des plongeurs vont et viennent, mais aucune trace de la petite brune à franges. Quand le téléphone sonne chez les Delmas, c'est plus souvent un radiesthésiste ou un charlatan quelconque qui vient proposer ses services. On lui raccroche immédiatement au nez. C'est seulement 5 mois plus tard que l'appel désormais redouté arrive enfin. On a retrouvé un petit squelette dans un verger de Seine-et-Marne, le département voisin. Après un relevé d'empreintes dentaires, il n'y a plus aucun doute. C'est bien celui de Virginie. Sans doute la première victime dans l'ordre chronologique de l'horrible tueur en série. Hélas, ce crime abject n'était encore que le début de son orgie de chair fraîche. Parce qu'après Virginie, vient le tour d'Emma. À ses parents, au moins, les supplices de l'attente leur auront été épargnés. Il aura fallu 1h15 montre en main pour basculer au fond de l'horreur. Nous sommes à Châtillon, au sud de Paris, le 30 mai 1987, exactement 3 semaines après la disparition de Virginie.
Un calme début de printemps réchauffe cette cité HLM de la rue Jean-Mermoz. Par la fenêtre de la loge du gardien, où la télé est réglée à fond, on entend rebondir en cadence les balles de Roland-Garros. 40A, annonce l'arbitre. Quand soudain, des cris stridents retentissent. Ça vient du parking de la résidence. Des hurlements d'enfants. Le gardien bondit de son canapé pour aller voir et tombe sur 2 gosses aux traits décomposés qui lui désignent une haie de Troène d'où s'échappe une épaisse fumée noire. Le concierge s'approche. « Sur le coup, j'ai cru que c'était une grosse poupée », racontera-t-il. « Je suis resté 30 secondes figé. Et puis j'ai compris. Elle flambait de la tête aux pieds. Seule sa tête n'avait rien. La petite victime est rapidement identifiée. Emma Devi Gridhari, 11 ans, fille d'un mécanicien et d'une femme de ménage d'origine mauricienne. La fillette, domiciliée sur la commune voisine de Malakoff, était sortie de chez elle pour s'acheter une équerre, sa pièce de 10 francs en poche. C'est sur le chemin du retour que le prédateur l'a piégée. Pour parvenir à ses fins, le monstre a pris des risques insensés. Attaquer une gamine en pleine journée, puis jeter son corps ici, sous des centaines de fenêtres. Le camping-car stationné sur le parking lui a sans doute servi d'écran. Mais quelle ignoble audace! À croire que le type se sent tout puissant. Emma, elle aussi, a été violée, puis étranglée. Les enquêteurs parviennent à déterminer le groupe sanguin du barbare. A+. Surtout, l'individu a laissé derrière lui un indice singulier. Pour embraser le corps, il a utilisé une huile toxique à base de styrène, un produit chimique commun dans l'industrie, mais qu'on trouve rarement chez les particuliers. Une indication sur son secteur professionnel? Peut-être. En attendant, l'homme est déjà loin et ne compte pas en rester là. Retour en Seine-et-Marne, mais changement de milieu social. Le mercredi 3 juin au soir, c'est un chirurgien dentiste de Bouleur, le docteur Vigneron, qui appelle le commissariat. Ma fille Perrine n'est pas rentrée de son cours de poterie. En réalité, la fillette de 7 ans ne s'y est même jamais présentée. Une riveraine dira l'avoir vue marcher en direction de l'atelier. Bonne joue ronde et grosses lunettes au vent. Une voiture blanche est passée peu après derrière elle. Les jours passent. L'angoisse monte. Le mois de juin se fait orageux. Le matin du 27, un promeneur en balade sur la commune de Chelles voit son épagnole partir vent du bas dans un champ de colza. Le maître suit et découvre la scène que l'on devine. 2 petites chaussures, rangées l'une contre l'autre. Des vêtements soigneusement empilés, comme sortis du placard. Une petite jupe, un gilet rouge et à quelques mètres, un petit corps nu potelé, jeté dans une ornière laissée par une roue de tracteur. On a retrouvé Perrine, étranglée. Détail glaçant. L'agriculteur qui exploite la parcelle affirme avoir laissé cette trace de roue il y a seulement 3 jours. C'est donc après que le petit cadavre a été déposé là. Où se trouvait donc Perrine durant tout ce mois où on la cherchait? Où sont les lunettes de la pauvre petite? Introuvables dans la lugubre pile de ses affaires. Tandis qu'on emporte la triste dépouille sur un brancard, le soleil de juin commence sa descente sur les champs, illuminant les colzas d'un jaune vif. Au loin, de lourds nuages se profilent, annonçant un prochain orage. Au même moment, dans une banlieue semblable, une petite blonde à queue de cheval s'apprête à sortir sous l'orage. Comme nous l'avons vu, il lui manquait un tube de gouache blanche. Elle s'appelait Sabine Dumont. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.